Appelez-moi à Tangandi. Appelez-moi Adolphe Lélé, l'Afrique. Appelez-moi Valenka. Et surtout précisez à Tangandi que j'ai dit que, virgule, mon pépé soupe sera prêt et je dégusterai mon pépé soupe. Rien ne pourra m'en empêcher. Quand j'ai fini de dire ceci, virgule, je vais d'abord vous dire bonsoir. C'est très important de commencer par le bonsoir, hein, parce que la politesse avant tout. Pas comme les gens comme les Atangandi là, qui sont en train de penser que le Cameroun, c'est pour eux. Ils sont en train de penser que notre beau pays leur appartient. Ils sont en train de penser que ce pays-là, nous allons le leur laisser. Non, vous mentez. Pardon, excusez-moi, c'est un peu plus fort que moi. Vous mentez. Ce pays-là, nous n'allons pas vous laisser. Alors, bonsoir à tout le monde encore une fois de plus. Et je ne sais pas si vous êtes déjà assez nombreux connectés. Attendez 2 secondes. Ah ben voilà, je vois que nous sommes déjà 500. Je crois qu'on peut commencer en attendant que les autres arrivent. Vous savez, dans le domaine de la guerre, surtout lorsqu'on a en face de nous un gouvernement illégitime, un gouvernement qui ne sait plus sur quoi s'appuyer pour résoudre les problèmes que lui-même il a créés, eh bien, il va continuer de s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ce gouvernement est un gouvernement de malades. C'est une bande de racailles. C'est des gens sans foi ni loi qu'il faut chasser à tout prix. Parce que plus on perd le temps, et plus ces gens vont continuer de faire leur sale besogne. Parce que comme on ne va pas vous le répéter tous les jours, ces gens n'ont rien à foutre de nous. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce que ces gens jouent avec nous. Je vais commencer tout doucement d'abord aujourd'hui par vous montrer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé un peu. On va commencer d'abord par Bamenda. Non, commençons par Galim. Commençons par Galim. C'est ça qui est important. Commençons d'abord par Galim. N'est-ce pas? Et après, on revient. Pas à pas. On était avec eux tout à l'heure. Calmez-vous, on parle avec le Canada. Maître. De la brigade de gendarmerie territoriale de Galim porte encore les marques des balles. Pareil pour le commissariat où en plus des impacts des balles sur le mur, l'on voit encore sur le sol le sang ainsi que le galon de l'inspecteur de la police du 2e grade sur la veille par les terroristes armés venus en grand nombre à bord des motos attaquer ces 2 postes de sécurité. Ici à Galim, nous avons reçu une attaque terroriste. C'était une attaque simultanée de la brigade et du poste de sécurité publique de Galim. Cette attaque a duré pendant plus d'1h30. Nous avons enregistré 8 décès. Nous avons perdu 4 hommes en tenue et 4 civils. Informé de cette situation, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, prend part à la cérémonie d'inhumation de l'inspecteur de police de 2e grade de Sangou Sédou en Koupampanché dans l'arrondissement de Koptamo, département du Noun, tué par les terroristes et vite inhumé selon les exigences de la religion islamique devant une famille éplorée. Après cet hommage rendu,
Le gouverneur et son état-major mettent le cap sur l'arrondissement de Galim pour évaluer l'impact de l'attaque terroriste et apportent du réconfort aux troupes déployées sur le site. Pour l'heure, le dispositif sécuritaire a été renforcé et l'armée a repris son... Voilà. Comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, on était en train de parler de Ngalim, il y a eu des attaques en Ngalim. Ce qui m'a interpellé dans cette vidéo-là, c'est que l'homme qu'on interviewe dit, ils ont attaqué pendant 1h30 minutes. Donc, ils ont subi une attaque de certains assaillants pendant 1h30 minutes. Je tiens à vous rappeler, je ne connais pas très bien les noms des régions, mais je sais que pas loin de là-bas, il y a une garnison militaire et il y a des militaires dans cette garnison-là, dans ce campement, c'est un campement militaire ou c'est quoi. Et en plus, c'est une zone qui est proche des régions d'Ambazonie. Moi, j'ai dit Ambazonie, je n'aime pas dire régions anglophones. C'est une zone qui est proche de l'Ambazonie. Ce qui fait que la frontière Ambazonie-Cameroun, moi, je dis la frontière parce que c'est chaud. Pour ceux qui pensent encore que nous sommes derrière, c'est déjà trop avancé. Il y a tout un contrôle et il y a des militaires. Alors, comment est-ce qu'une attaque comme ça peut se passer pendant 1h30 et les militaires n'interviennent pas de sitôt pendant 1h30? Les gens là cherchaient quoi pendant 1h30? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer pendant 1h30? Et en plus, on dit qu'ils sont venus en moto. Ils ont attaqué la gendarmerie, ils ont attaqué la police et tout ce que vous pouvez imaginer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas vu le corps d'un seul assaillant. Hein. Depuis qu'on ne fait que mener nos enquêtes, je n'ai pas encore vu, on ne m'a pas encore présenté le corps d'un assaillant. Il y avait des militaires, mais l'attaque a duré au moins plus d'1h30. Dites-vous une chose. Dans un pays où il n'y a pas de garnison militaire, dans une zone comme ça, où il y a toujours les militaires, comment est-ce que les militaires font 1h30 plus tard, quand les coups de feu retentissent, ça, bam, 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 bam. En 10 minutes, les militaires doivent être là. En 10 minutes, pendant 1h30, les militaires n'ont pas intervenu. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Ils se sont empressés de dire que c'est une attaque des séparatistes, des sécessionnistes, des machins, des terroristes, comme les gars sont forts avec les hystéristes là. Vous devez savoir que les Ambazonian Restoration Force n'ont rien à faire avec le territoire du Cameroun francophone. Leur lutte, c'est de libérer le territoire, le Southern Cameroun, comme c'était appelé avant. C'est leur lutte. Ils n'ont aucun but à déborder les frontières. Parlant des commissariats et des gendarmeries, il y en a encore là-bas, à Bamenda, partout, il y en a. Donc, s'ils veulent attaquer des commissariats et des gendarmeries, ils iront là-bas. Ils ne viendront pas traverser pour aller attaquer à l'ouest Cameroun. Ils n'ont rien à faire avec l'ouest Cameroun. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient attaquer là-bas si ce ne sont pas des montages savamment orchestrés dans le but de monter les communautés de Ngalim et les communautés anglophones? Souvenez-vous bien de la réaction directe, j'ai dit bien directe, de la télévision Mille Collines et d'Atangandi, qui ont tout fait. On n'a même pas mené les enquêtes. On ne sait pas c'était quoi. On ne sait pas si c'était des braqueurs. On ne sait pas si c'était des... Rien, non, 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 non. On n'a même pas encore mené les enquêtes. Le lendemain, on dit déjà que c'est les terroristes sécessionnistes. Ce sont eux qui sont venus. Ils ont attaqué. Ils ont fait ceci. Ils ont fait... J'ai dit le lendemain, c'est les terroristes sécessionnistes ambazoniens. On a déjà mis ça sur la tête des Ambazoniens. Posez-vous les bonnes questions. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas trop parler de Ngalim parce qu'en vous expliquant ce qui s'est passé à Bamenda et là où nous avons eu les informations de sources sûres et pures et mûres et dures, vous allez comprendre beaucoup de choses jusqu'où ce gouvernement est prêt à arriver pour arriver à ses fins. N'oubliez pas qu'ils sont dans le qui-vive parce que toute la communauté internationale les yeux rivés sur eux et ils ont envie de prouver aux gens que non, ils sont en train de se battre contre des terroristes. Malheureusement pour eux, ils sont seuls dans leur film. Et encore triple malheureusement pour eux, il y a les réseaux sociaux et nous avons des personnes qui nous renseignent.
malchance. Ils vont mourir tous dans leur propre film. Quand j'ai fini de dire ça, nous allons aller directement dans ce qui s'est passé en Galim. Je vais d'abord vous mettre une vidéo, n'est-ce pas, du reportage de la CIA TV, parce que c'est maintenant, c'est eux qu'on va prendre maintenant pour déconstruire tout leur banditisme. Et je vais vous expliquer tout globalement après cela. Donc, on va mettre le reportage de la CIA TV, on va lancer et on va se cacher. C'est devant cette boutique en flammes que la détonation a été entendue à quelques 40 mètres de la tribune aux environs de 11 h le 8 mars 2020. Il s'agit d'un attentat terroriste selon le gouverneur du Nord-Ouest. C'est les terroristes, comme vous pouvez le savoir, et ceux qui se cachent derrière eux. L'incident a eu lieu pendant que le gouverneur s'adressait aux femmes, mais n'a pas stoppé l'engagement de ces dames, galvanisées dans leur parade par le gouverneur et ses proches collaborateurs, descendus dans les wagons du défilé. Que les populations de la région du Nord-Ouest comprennent que trop c'est trop. Il faut qu'on se mobilise pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun qui veut installer le chaos dans notre pays, dans notre région et déstabiliser nos institutions. Nous allons par conséquent redoubler de vigilance, mais surtout renforcer les mesures pour que cela ne se répète plus. Au moment où nous quittions les lieux, les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers s'attelaient à éteindre les flammes issues de la détonation. Des sources militaires, l'incident a causé des blessés transportés à l'hôpital régional de Bamenda. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater avec moi, bien évidemment, virgule, voilà l'attitude de quelqu'un, un gouverneur, qui vient de subir une attaque terroriste et qui plus est, une explosion. Donc, il y a le défilé, il y a une bombe qui explose juste à côté de l'endroit où se déroule le défilé, mais les gens continuent quand même avec le défilé. Et à la fin du défilé, le gouverneur fait une déclaration et il affirme que c'est des terroristes qui ont perpétré cet attentat. Je réexplique. Il y a un défilé. Tout un gouverneur avec toute sa bande, ils sont assis. Pendant le défilé, il y a une bombe, il y a une explosion, virgule, une explosion pendant le déroulé du défilé. Mais le défilé continue. Et à la fin du défilé, bien, mes chers frères et sœurs, on fait quand même un discours, les chaînes de télévision filment, et puis tu dis, ouais, et tu es tout serein. Tu es tout serein après avoir vécu une explosion juste à côté de toi, à quelque part. Vous voulez vivre le moment là? Attendez, je vais vous faire passer le moment là. Vous allez voir ce qu'on appelle explosion là pendant... Attendez 2 secondes. Avec à la veille à Galim, l'attaque du commissariat de sécurité publique. Avec à la veille à Galim, l'attaque du commissariat de sécurité publique et la brigade de gendarmerie par une cinquantaine d'individus lourdement armés qui ont assassiné 2 gendarmes, 2 policiers et 8 civils. Puis l'attentat de Bamenda à l'engin explosif improvisé qui a tué un militaire, blessé grièvement 4 autres, 2 policiers et 1 civil. Voilà. Vous avez vu, non? Vous avez suivi l'explosion. Donc, il était là, en plein défilé. Il y a eu une explosion. Il y a eu une explosion. Vous savez, j'ai fait une formation de sécurité de plusieurs... J'ai fait une formation de plusieurs types de sécurité, même dans la sécurité rapprochée. J'ai fait une formation à ce niveau. On nous apprenait les choses basiques quand il y a quelque chose qui se produit. Quand il y a quelque chose qui se produit, qui vise, qui tend à être, même si c'est une mini-catastrophe, même si
c'est une, je ne sais pas, même si je ne sais pas, c'est un petit truc bizarre. La première des choses à faire, c'est d'abord d'évacuer les lieux. On évacue les lieux, on fait évacuer les lieux, on sécurise le périmètre et maintenant les professionnels vont venir essayer de déterminer ce qui s'est passé. D'abord, ça c'est les trucs basiques. Quand tu fais une formation, je parle dans la sécurité et la sécurité générale, la sécurité rapprochée. C'est des trucs basiques. Donc, chez les policiers, les gendarmes, les militaires, c'est la même chose qu'on leur apprend. Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, encore plus une explosion de cette envergure, la première des choses à faire en matière de sécurité, parce que c'est deux volets, je vous parle du volet sécurité, la première des choses à faire en matière de sécurité, c'est d'évacuer la zone. On évacue la zone, on sécurise le périmètre. Quand on a fini de sécuriser le périmètre, on attend les spécialistes. Ils vont venir maintenant dans la zone sécurisée et essayer de voir, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une deuxième, une troisième ou une quatrième explosion. Donc, voilà pourquoi il faut absolument sécuriser le périmètre. Deuxième point, deuxième volet. Quand il y a quelque chose comme ça, humainement, il est complètement impossible que les gens restent sereins. Tu ne peux pas rester serein quand il y a un événement comme ça et que tu ne sais pas d'où ça vient. Ah, que tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà le hic. À aucun moment, tu ne peux rester serein quand il y a une explosion comme ça et tu ne sais pas d'où ça vient. Regardez très bien la réaction des agents de sécurité autour des présidents, des ministres et consorts. Quand il y a un petit mouvement, on évacue d'abord. On évacue d'abord. Mais non, là-bas, le gars est resté serein. Le défilé s'est déroulé normalement. Et après, il fait une déclaration à la télévision. Bah, vous savez, c'est que... Qui est fou? La zone n'a pas été évacuée. La zone n'a pas été sécurisée et on n'est pas venu vérifier si c'était le seul engin explosif qu'il y avait dans la zone. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire, ils n'ont pas fait tout ça parce qu'ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient qu'ils devaient avoir cette explosion et ils étaient dans leur rôle d'acteurs. Ils se sont arrangés à faire exploser cet engin dans le but d'accuser les Ambazoniens d'être derrière un attentat terroriste. Leur objectif n'a même pas bien marché parce que leur but, c'était de toucher au moins 4 ou 5 femmes civiles, voire 10. Mais comme il n'y avait pas affluence, il n'y a pas eu beaucoup de monde, ça n'a pas marché. Ce sont les militaires, les malheureux militaires qui n'étaient même pas au courant du complot qui se sont fait toucher. Parce que s'il y avait vraiment foule et qu'il y avait beaucoup de femmes là-bas, il devait y avoir des femmes en pagne du 8 mars étalées au sol. Imaginez le tapage médiatique que ça allait faire. Imaginez le tapage médiatique que ça allait faire. Vous savez, Adolphe Lélé l'Afrique, Atangandi et Valenka, nous sommes en mesure de vous dire que ces personnes sont suspectées dans l'attentat à la bombe qu'il y a eu le 8 mars à Bamenda pendant le défilé. Même le plus petit Camerounais simple peut observer. C'est trop simple. Avec cette simple observation que je viens de vous faire, vous comprendrez. Il y a l'analyse comportementale, il y a l'aspect sécuritaire. Dans la sécurité, c'est impossible qu'il y ait un truc comme ça inattendu et les gens continuent de rester dans le périmètre. On va évacuer même tout le quartier. Tout le quartier, on va évacuer. On va évacuer tout le quartier. On va sécuriser le périmètre pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Mais les gens savaient déjà ce qui se passait. Les gens savaient déjà ce qui s'est passé. Ils savaient ce qu'ils avaient préparé et c'est pour ça que vous voyez, ils ont eu ce qu'on appelle zéro panique. Et puis, comme si ça ne suffisait pas,
je vais vous surprendre aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez au Rwanda, comme si ça ne suffisait pas. Voilà ce qui s'est passé après. Hein. C'est-à-dire les gars reviennent encore sur les lieux et tout ça, tranquille, il n'y a pas de souci. En 17 mars 2020, la fumée monte encore. Après que la déflagration dégénérée en feu a consumé 9 boutiques. Alors qu'en face de la tribune, la caravane de la marche anti-ville morte s'est arrêtée pour des exercices d'étirement. Des coups de feu retentissent. Une prompte réaction des forces de défense et de sécurité permettent de mettre la main sur le présumé tireur. Ce cas porte à 5 le nombre des suspects déjà arrêtés à la suite de l'attentat du 8 mars. Pour envoyer un message fort à ceux qui se cachent derrière les terroristes et les terroristes eux-mêmes, pour leur dire que la République est debout, elle est en marche, et que ceux qui ne suivent pas le message de paix du chef de l'État vont avoir nos forces de défense et de sécurité contre elles. L'action est saluée par les habitants de Bamenda rencontrés le long de l'itinéraire de la caravane ou au marché Nkwen. Ici et là, les habitants vaquent à leurs activités ce lundi. Pour dire non aux vies mortes, c'est très bien parce que tout le monde n'aime pas des actes terroristes. Tout le monde n'aime pas les actes terroristes. Quand on vit en paix, tout le monde fait son mieux pour avoir ce qu'il manger. Des sources médicales à l'hôpital régional de Bamenda indiquent que le civil blessé à la cheville droite répond au traitement. Les cas critiques ont été évacués vers les hôpitaux de Yaoundé et de Douala. La même source déplore une perte en vies humaines, celle d'un militaire. Pauvre militaire qui a été victime d'un complot orchestré par ses patrons. Pauvre militaire, c'est ça. Hein? Vous les militaires, là, on vous dit que les gens là qui sont à Yaoundé, là, c'est des démons. C'est des démons. Les règles basiques de sécurité n'ont pas été respectées là-bas. Pourquoi? Quand il y a une explosion, bang, on va sécuriser l'endroit. On va chercher à savoir d'abord s'il n'y aura pas une deuxième explosion. Parce que normalement, quand des vrais terroristes veulent faire quelque chose, ils peuvent faire une première explosion pour détourner l'attention et puis la vraie explosion se passe ensuite. Oui, ils peuvent faire une première explosion pour détourner l'attention et après la vraie explosion même se passe juste après. Qu'est-ce qui vous disait qu'il n'y avait pas une deuxième bombe qui allait exploser? Jusqu'à le lendemain, vous venez là, vous appelez les populations, vous faites les étirements pour faire le footing à l'endroit là où il y a eu un pseudo-attentat terroriste. Regardez très bien les endroits où Boko Haram a fait des attentats terroristes au nord. Tous ces endroits ont été évacués et sécurisés. Avant toute chose, c'était la première des choses à faire. Quand le billet arrivait, on évacue, on sécurise, on vérifie s'il n'y a pas un autre engin, s'il n'y a pas ça. Même les marchés, j'ai dit même les marchés, quand Boko Haram s'explose, bang! Vous vous rappelez une fois, Boko Haram a explosé au moins 2 fois dans un marché au nord. On a évacué toute la zone dans un périmètre défini. Ils ont sécurisé. Ce n'était que des militaires qui étaient là-bas et ils ont essayé de voir ce qui se passe. S'il n'y a pas ceci, c'est monté, c'est descendu. C'est la règle la plus basique en matière de sécurité dans ce genre de cas. On évacue. On sécurise le périmètre et on attend les spécialistes en explosifs pour venir inspecter les lieux et déterminer si oui ou non il y a encore un autre engin explosif ou pas. On évacue le périmètre. Donc, quand on n'évacue pas le périmètre, ça veut dire qu'on savait qu'il ne pouvait pas avoir une deuxième explosion. Même la personne qui disent qu'ils ont arrêté là, c'est leur complice. Quand vous entendez, il y a eu des coups de feu et après on a arrêté la personne. Wonderful. Les militaires là qui sont prêts à tuer. Donc le gars a tiré, il a tiré, après il s'est rendu. Parce que je n'ai pas bien compris l'affaire là. Hein. Ils disent... pendant les étirements de machin, c'est le lendemain, le 9 mars, pendant les étirements, il y a eu quelques coups de feu qui ont été entendus quelque part. Les coups de feu, pam, 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 pam. Après, on a arrêté la personne. Bon, d'accord, je vous le concède. Vous l'avez peut-être neutralisé avec une balle à la jambe et il s'est rendu. C'est leur complice. Parce que le gars n'a pas été neutralisé, il n'a pas été blessé, on l'a juste arrêté. Donc, ce sont les complices. En fait, peut-être ils n'ont même arrêté personne et ils vous disent que non, on a mis les gens aux arrêts juste pour bien arranger leur histoire, savamment préparée. C'est ce qu'on appelle la théorie du complot. C'est ce qu'on appelle la théorie du complot. Ces gens sont malades. Ces gens
ont besoin vraiment d'aller à l'hôpital psychiatrique. Parce que leur degré de machiavélisme a dépassé Machiavel lui-même. Et ce sont les populations qui payent le prix fort. Ce sont les populations qui payent le prix fort. Et ce sont aussi ces militaires qui payent le deuxième prix. Ces militaires, on les embarque dans des histoires à dormir debout. Et ils payent le deuxième prix. Il faut les voir, ils sont en train de faire comme s'il faut les étirer, mais ils ont les armes. Et après, tu les vois en train de pleurer quand leur collègue tombe. Comme si ça ne suffisait pas, Vision 1000 Collines vient sortir un terrible reportage et c'est-à-dire ils indexent la brigade anti-Sardina, ils indexent Maurice Kamto. J'ai une chose à vous dire, mes chers frères. Je vais répondre à certains Sardinas qui ont fait des commentaires disant que nous, on fuit nos responsabilités. Vous savez, le jour où nous, on va se décider d'attaquer les gens là, ce sera eux-mêmes qu'on va attaquer. On ne va pas aller se mettre à attaquer les pauvres populations. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des terroristes. On n'a rien à faire avec les populations. Les gens comme Lélé, l'Afrique et consorts ne nous intéressent pas. Donc, on n'a rien à faire dans un défilé du 8 mars ou bien dans une ville comme Galim pour aller chercher quoi? On n'a rien à faire. Ne vous inquiétez pas. Le jour où nous allons nous décider de riposter contre ce Biya, ce sera à Yaoundé même, chez Biya. Le jour-là, même si ce n'est pas moi, je vais dire que c'est moi. Vous comprenez, non? Donc, ne soyez pas pressés. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas dupes. Continuez votre mascarade, votre manipulation. Mais nous, on va toujours éventrer ça pour démontrer aux Camerounais à quel point vous êtes mesquins. On demande aux gens d'arrêter une guerre depuis. Les gars ne veulent pas arrêter la guerre. Écoutez un peu ce que cette guerre coûte aux contribuables camerounais. Écoutez, hein, 800 milliards. Écoutez. Près de 800 milliards de francs CFA est le montant des pertes engendrées uniquement sur 10 secteurs d'activité par la crise anglophone au Cameroun au bout de 3 ans selon le groupement interpatronal du Cameroun. À ces pertes enregistrées par les entreprises camerounaises s'ajoutent des charges supplémentaires dues aux mesures d'adaptation chiffrées à 2 milliards de francs CFA. La zone dite anglophone contribue pour d'abord 50% des recettes d'exportation. Donc c'est une zone qui est stratégique au-delà de la production du PIB. Cette situation aura un impact extrêmement négatif sur les équilibres macroéconomiques du Cameroun et par suite sur sa croissance. Depuis le début de la crise, l'État camerounais a perdu près de 18,5 milliards de francs CFA de recettes. Celles-ci devraient être relevées de l'impôt sur les sociétés, des redevances et autres taxes diverses. À cela s'ajoutent les mises au chômage technique et les compressions des personnels dans les agro-industries. Celles-ci ont contracté la moitié des pertes en termes d'actifs, des destructions, des pillages, des vols, d'un coût de près de 40 milliards de francs CFA. La seule solution, c'est de rentrer au modèle fédéral de 1961. Les anglophones sont venus au Cameroun sur la base de la promesse d'un État fédéral, éventuellement réactualisé pour tenir compte aussi des besoins de décentralisation. La crise anglophone qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est née à la fin de l'année 2016 par de simples revendications corporatistes portées par des avocats et des enseignants. À ce jour, il s'est transformé en revendications séparatistes violentes et fait de nombreuses victimes. Vous savez, quand j'écoute souvent la vidéo aussi que je viens de vous passer là, je dis que quand on voit que même un Sardina comme Dieudonné Essomba demande aux gens de revenir à la Constitution de 1961 et que des pseudo-combattants nous combattent juste parce que nous avons demandé de revenir à la Constitution de 1961. On se pose la question de savoir qui est vraiment Sardina et qui est combattant. Vous avez écouté Dieudonné Essomba que la seule solution pour que cette crise s'arrête, c'est d'abord de revenir à la Constitution de 1961. Il a même encore fait tout un post dessus
Un post que je vais vous publier juste après sur ma page Max Seigneur officiel. Je vais juste copier le post là, coller sur mon mur Max Seigneur officiel. Vous allez aller lire. Quand un Sardinat comme Dieudonné Essomba vous dit qu'il faut revenir à la Constitution de 1961. La Constitution de 1961, c'est quoi? C'est ça. C'est ce drapeau. C'est ça, c'est ce drapeau. Parce que les gens ne font que mourir. Et les personnes qui refusent de mettre la pression à ce niveau-là sont complices. Vous pensez qu'on est bête quand on utilise ce drapeau, bien quand on met les deux étoiles que vous voyez là, ou bien quoi. Quand on vous dit, peut-être excusez-moi, je vais encore ajouter le drapeau là en logo. Vous voyez ce drapeau en haut de votre écran. À droite, je crois. C'est le seul drapeau où les gens se sont assis et ils ont décidé d'adopter un drapeau pour notre pays. C'était le seul. Parce que tous les autres drapeaux nous ont été imposés. Alors, comment vous pouvez combattre un régime c'est-à-dire en acceptant d'utiliser les accessoires de ce régime? Ce qui définit même ce régime. C'est-à-dire ce qui fait en sorte qu'il y ait la guerre dans les régions anglophones, c'est cette histoire-ci. Cette histoire de constitution de 1961. Le Cameroun devait être un État fédéral à 2 États. Et ça, c'est le seul drapeau où tout le monde s'est assis, ils ont convenu. Il faut revenir à la constitution de 1961 et fixer des nouvelles bases. Même si après, il faudra élargir le fédéralisme, mais il faut d'abord commencer par là. Il faut revenir là-bas pour voir ce qui s'était passé. Il faut revenir à cette constitution. Même les Sardinats le disent. Toi qui peux manifester, toi qui prends le drapeau vert ou jaune avec une étoile, tu es complice du massacre de nos frères ambazoniens. Tu es complice parce que tu refuses de comprendre que le drapeau là, c'est le drapeau de Paul Biya et de ses pères français. Ce n'est pas le drapeau que les Camerounais ont choisi. Non, c'est le drapeau de Paul Biya et ses pères français. Ce sont eux qui ont décidé de mettre ça. Et on vous a expliqué ici à maintes reprises que c'est Paul Biya qui a travaillé derrière, même étant dans le gouvernement d'Ahidjo, pour l'État unitaire hyper centralisé qui est la source de tous les malheurs du Cameroun. La source de tous les malheurs de notre pays, c'est la forme de l'État. Même un Sardinat comme Dieudonné Essomba vous dit que voilà le problème. Pour résoudre le problème de l'Ambazonie, le problème anglophone, comme nous on appelle communément, il faut revenir à la constitution de 1961. Beaucoup de personnes vont dire nous sommes des activistes, nous sommes des ceci, on se bat pour notre pays, on défend le problème anglophone, tout en abhorrant les effigies qui définit le Cameroun hyper centralisé de Paul Biya. On porte les habits du RDPC et on dit qu'on se bat contre le RDPC. Arrêtez un peu cette mascarade. Et je vous ai dit, la diaspora a une force. Si tout le monde symboliquement adopte ce drapeau, s'il y aura un message. Mais il y a beaucoup là qui vont vous dire jamais, c'est le vert ou jaune, une étoile là, c'est ça que moi je veux utiliser. Tu connais la signification de cette étoile-là, c'est l'annexation du territoire anglophone. Alors si tu veux utiliser encore le drapeau à une étoile, eh bien ne parle même plus du problème anglophone. Tout simplement. Tous ceux qui vont encore passer leur temps à manifester en portant le drapeau qui a une étoile au centre, ce drapeau-là qui est le synonyme de malheur, c'est à cause de ce drapeau-là qu'il y a eu les massacres à Ngabou, les massacres à Babanki, les massacres à Menkapine. C'est à cause de ce drapeau-là qu'il y a 12 000 morts et plus dans notre pays. C'est à cause de ce drapeau-là. C'est à cause de ça que les Atangandi font tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de se battre pour que cette situation ne change pas. Parce que c'est leurs intérêts. Maintenant, je vais vous montrer encore à quel niveau les gens là sont mesquins. Et on revient. D'aucuns la qualifieraient d'imposture ou tout simplement d'usurpation du rôle.
À l'évidence, depuis l'annonce d'un cessez-le-feu exclusivement conclu entre Boko Haram et le Nigeria, et prévoyant clairement la libération des 27 otages chinois et camerounais, l'attitude de Yaoundé au retour de ses captifs prête aujourd'hui à équivoque. On se souvient encore des images triomphalistes de la descente du secrétaire général de la présidence de la République, de l'Hercule C-130 de l'armée camerounaise, vêtu en véritable chef de guerre aux couleurs du BIR, le bataillon d'intervention rapide, à qui ce succès avait été attribué. Tout comme on a encore en mémoire ces paroles de Paul Biya recevant ses otages et dont la vacuité ne souffre à présent d'aucun doute. Tout ce qui arrive et qui nous cause une grande joie, ne l'oublions pas, nous le devons à la vaillance de nos forces armées. Notre armée se bat avec courage, nuit et jour, pour que le Cameroun reste un pays de paix et de stabilité. Nous devons ce bon résultat également à l'engagement des populations du Cameroun. Récupération politique, cérémoniale autour de la libération, déclaration propagandiste, tout ou presque servait alors à célébrer un seul homme. Légitimement, l'on est en droit de se demander maintenant si le Cameroun joue véritablement franc jeu dans la communication autour de ces négociations. L'opinion nationale s'est en fait à l'idée du poids de... Vous avez vu, maintenant on va essayer, n'est-ce pas, de voir l'œil du Sahel de l'époque. Je suis en train de vouloir vous expliquer ce qui se passe avec ce gouvernement de fantoches, de malades. Vous avez suivi le reportage. Maintenant, suivez les dessous de la libération des 27 otages. Vous vous rappelez quand je vous disais ici tous les jours que Ferdinand Ngongo, je mets encore la vidéo là, vous allez bien voir la vidéo là. C'est désormais la... Ferdinand Ngongo. D'aucuns la qualifierait d'imposture ou tout simplement d'usurpation de rôle. À l'évidence, depuis l'annonce d'un cessez-le-feu exclusivement conclu entre Boko Haram et le Nigeria, et prévoyant clairement la libération des 27 otages chinois et camerounais, l'attitude de Yaoundé au retour de ses captifs prête aujourd'hui à équivoque. On se souvient encore des images triomphalistes de la descente du secrétaire général de la présidence de la République, de l'Hercule C-130 de l'armée camerounaise, vêtu en véritable chef de guerre aux couleurs du BIR, le bataillon d'intervention rapide, à qui ce succès avait été attribué. Tout comme on a encore en mémoire ces paroles de Paul Biya recevant ses otages et dont la vacuité ne souffre à présent d'aucun doute. Tout ce qui arrive et qui nous cause une grande joie, ils ont négocié avec des terroristes. Ne l'oublions pas, nous le devons à la vaillance de nos forces armées. Pour libérer 27 otages. Notre armée se bat avec courage, nuit et jour, pour que le Cameroun reste un pays de paix et de stabilité. Nous devons ce bon résultat également à l'engagement des populations du Cameroun. Récupération politique, cérémoniale autour de la libération, déclaration propagandiste, tout ou presque servait alors à célébrer un seul homme. Légitimement, l'on est en droit de se demander maintenant si le Cameroun joue véritablement franc jeu dans la communication autour de ces négociations. L'opinion nationale s'est en fait à l'idée du poids de Yaoundé. Attendez, il va encore vous afficher autre chose. Voilà encore maintenant un prêtre. Le prêtre, il s'appelait comment là? Van der Busch. 10 millions d'euros de rançon pour libérer le père Van der Busch. Toujours qui avait été kidnappé par Boko Haram, d'après ce qu'on dit. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont quand même trouvé le temps. Ils ont trouvé le temps d'aller négocier avec les vrais terroristes internationalement reconnus, verser des centaines de millions de nos francs, des milliards de nos francs pour libérer des otages. La question qu'on a envie de se poser, c'est que mais comment est-ce que vous avez fait pour négocier avec Boko Haram? Vous avez donné l'argent là à qui? Qui était l'intermédiaire? Et Ferdinand Ngongo, je le dis encore,
était celui-là qui est parti négocier cette affaire. Il a porté les habits du BI et consort, tout ce que vous pouvez imaginer comme truc. Et il est venu. Attendez un peu, je vais un peu... voilà. Il a le voilà. Le bataillon d'intervention rapide. Je vais l'ajouter à l'écran parce que il faut parler avec les preuves. Tout comme on a encore aujourd'hui à Équivoque. Il faut parler avec les preuves. Des images triomphalistes de la le voilà. Le voilà, Ngongo. Le voilà à l'écran. Le voilà. Il est parti. Du secrétaire général de la présidence de la République. Celui qui est parti à soi-disant négocier la libération des otages. Le voilà avec Issa Tiroma et André Mamafouda. Ils ont négocié avec Boko Haram à hauteur des milliards de francs CFA. Selon l'œil du Sahel, un journal très réputé. Donc, vous pouvez quand même négocier avec des terroristes comme Boko Haram, mais vous ne pouvez pas dialoguer avec nos frères ambazoniens pour trouver une solution au problème du Cameroun. Vous avez trouvé le temps de verser des milliards à Boko Haram pour libérer des otages chinois, des otages français, des otages ceci, des otages martiens. Mais jamais et au grand jamais, vous n'avez essayé de vraiment résoudre le problème anglophone avec un vrai dialogue national inclusif. La seule chose qu'on demande depuis. Quand c'était Boko Haram, quand c'était pour porter les milliards du contribuable camerounais pour aller donner à des terroristes internationalement reconnus. Et je vais vous dire, je vous le dis ici tous les jours, Boko Haram a utilisé l'argent là selon vous. Pourquoi faire? Boko Haram a utilisé l'argent là pourquoi faire selon vous? Bah, c'est évident. Les terroristes utilisent l'argent pour faire quoi? Pour acheter les armes et les explosifs. Pour acheter les armes et les explosifs. Donc, quand tu regardes, donc, du 14 octobre 2014, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui en 2020, où Boko Haram attaque toujours le Cameroun, ça fait 6 ans, vous comprenez que l'argent, les armements que Boko Haram utilise, que ce soit les bombes, que ce soit quoi, une partie a été financée par Ferdinand Ngongo, Paul Biya et toute leur bande. Parce que ce sont eux qui sont allés verser de l'argent à Boko Haram. Et Boko Haram a utilisé cet argent-là pour acheter les armes et les munitions. Et c'est avec ça qu'ils reviennent tuer nos militaires. C'est avec ça qu'ils reviennent tuer des populations dans l'extrême nord, dans le nord. C'est avec ça. Donc, en d'autres termes, Ferdinand Ngongo, les Issa Tiroma, les Mamafouda, les Amadou Ali, les Paul Biya, tous là, ils ont financé Boko Haram. Vous voulez qu'on dise ça comment? J'affirme. Ce n'est pas moi qui dis. Voilà l'œil du Sahel qui est là. Vous pouvez encore aller fouiller. C'est une parution du 14 octobre 2014. C'est bien là. Regardez bien les 2 lignes en dessous de la libération des 27 otages. Il y a 2 lignes. Une trentaine de membres de Boko Haram emprisonnés au Cameroun libérés. Donc, ils ont libéré une trentaine de membres de Boko Haram. Et ils ont ajouté... Ils ont fait le troc des prisonniers et ils ont ajouté 3,2 milliards de francs CFA sur ça. Donc, on peut aussi dire que les membres de Boko Haram qui viennent s'exploser au Cameroun, qui tuent au Nigeria, qui tuent dans le bassin du lac Tchad là, c'est certainement les otages là qui avaient été libérés. Certainement, certains parmi eux sont encore vivants et continuent de mener leur lutte. Donc, vous avez arrêté des terroristes internationalement reconnus. Vous les avez relâchés pour libérer d'autres otages et vous avez ajouté l'argent sur ça. 3 milliards 200 millions. Vous avez ajouté sur ça. Voilà, c'est pas moi qui dis, l'œil du Sahel. Lisez, voilà, lisez bien. Une trentaine de membres de Boko Haram emprisonnés au Cameroun libérés. Une rançon de 3,2 milliards de francs CFA versée à la secte. Donc vous payez une rançon. Vous libérez encore les terroristes, les gens qui sont sans foi ni loi, qui tuent nos familles, qui tuent nos femmes, qui tuent nos enfants. Vous les libérez. Vous ajoutez encore 3 milliards sur ça pour libérer quelques Chinois avec la famille de Amadou Ali, qui est fou, qui est bête, qui est dupe. Nous savons très bien que c'est vous qui financez Boko Haram. Nous le savons. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas faire ça.
Un gouvernement sérieux ne peut pas faire cela. Quand c'est pour aller courir, aller négocier avec Boko Haram, vous êtes très fort. On vous demande d'arrêter la guerre en Amazonie, d'entrer dans un vrai dialogue national inclusif, ça vous dépasse. Mes chers frères camerounais, les gens que vous voyez là, c'est des monstres. Ils n'ont rien à foutre de nous. Je dis rien à foutre. La guerre en Amazonie leur donne sauvagement d'argent. Vous avez suivi le reportage que j'ai mis tout à l'heure. On parle déjà de 800 milliards de pertes depuis 2017. 800 milliards de pertes dans les régions anglophones en Amazonie. 800 milliards de pertes. Et on parle aussi des dizaines de milliards d'argent de recettes fiscales aussi. Les gens là avaient dit que la guerre là nous coûte environ 6 milliards. Après, c'est monté à 10 milliards par mois. Par mois. Je vous ai dit, le business qu'il y a derrière cette guerre ne dit pas son nom. Ils se sont empressés d'aller négocier avec Boko Haram, mais ils ne veulent pas négocier avec nos frères amazoniens. Pourquoi? Posez-vous des bonnes questions. Parce que la bande d'Atangandi, parrainée par Ngongo, Amougou Belinga. Ah oui, Amougou Belinga, c'est un ancien complice d'Atangandi. Atangandi, c'est un ancien braqueur, fabricant de fausses monnaies. 3 fois, il est parti à la prison de New Bell pour faux, usage de faux. Il dirigeait un gang de braqueurs à Tangandi. Est-ce que c'est comment? C'est la vérité. Il a fait 3 fois la prison de New Bell. Et Amougou Belinga, c'est un de ses gens c'est-à-dire c'est un de ses amis. Et Ferdinand Ngongo, c'est la même bande. Et quand on sait que Mami Touf-Touf, c'est Mami Touf-Touf qui commande Ferdinand Ngongo, vous comprenez donc d'où tout ce complot-là vient. Vous comprenez d'où tout ce complot vient. Atangandi, c'est un ancien braqueur qui tuait des Camerounais c'est-à-dire sans sentiment. Il tue, il s'en fout. C'est un ancien braqueur, fabricant de fausses monnaies. Si vous doutez, je vais aller chercher l'article là, je vais poster sur mon mur. Mais, on est où là? On est dans quel pays là? Ça devient quoi? Et dans tout ça, le peuple est en train de regarder. Le peuple est là, il regarde, il ne dit rien. Il regarde, il ne dit rien. Il dit qu'il a peur. Il dit qu'il a peur. Il dit qu'il a peur. Mais, peuple, tu as peur de quoi? Le cadavre a encore peur de percer là. De Mamafouda, que vous allez voir à l'écran là tout à l'heure. Le même André Mamafouda. De l'armée camerounaise. Vêtu en véritable chef de guerre aux couleurs du BIR, le bataillon d'intervention rapide, à qui ce succès avait été attribué. Ce sont les gars qui ont détourné l'argent de l'effort de guerre. Le triomphaliste de la descente du secrétaire général de la présidence de la République, de l'impulsé central. Celui-là, Mamafouda, celui que vous voyez avec les lunettes noires entre Issa Tiroma et Ferdinand Ngongo, il avait déclaré qu'on avait volé dans son coffre-fort plus de 300 millions de francs CFA destinés à l'effort de guerre. À l'époque, là, on avait cotisé pour l'effort de guerre afin d'envoyer les denrées alimentaires et les vivres et l'aide à nos militaires qui étaient engagés contre Boko Haram au nord. Mamafouda, ancien ministre de la Santé, il dit que les gens ont contribué dans son village ou c'était dans son département ou c'était sa région 300 millions pour l'effort de guerre. Et on a volé ça dans son coffre-fort. Les gars, tous ces gens profitent de la guerre pour détourner de l'argent. La guerre à Hankap, ça donne l'argent. Et ça, vous devez le savoir. Sachez que à Tangandi, Adolphe Lélé l'Afrique, Valenka et plusieurs autres personnes, les noms vont venir. Ce sont eux qui sont derrière, là, qui nous envoient toujours les messages que les gars, faites quelque chose, faites quelque chose. Non. Vous-même, à un moment donné, vous devez dire stop. Trop, c'est trop. On en a ras le bol. Et vous bottez tous ces gens. Nous allons vous soutenir aussi. Vous voyez que le peuple tarde à sortir. Le peuple tarde à sortir parce que vraiment la garantie ce n'est pas trop ça. Mais vous-même, les militaires, vous pouvez nous encourager à sauver vos vies. Parce que vous êtes au front pour rien. Vous êtes au front pour rien. À un moment donné,
il faut que vous aussi, vous preniez votre responsabilité, comme vos collègues en 1984, regroupés au sein du mouvement JOS. Ils ont pris leurs responsabilités. Mais ils ont été défaits parce que Paul Biya avait le soutien externe. Mais aujourd'hui, Paul Biya n'a plus le soutien de personne. Paul Biya n'a plus le soutien de personne. Et je pense qu'il est temps, mes chers frères et sœurs, de prendre les responsabilités afin de chasser ce régime qui est aux abois. Ils n'ont plus rien à nous donner et nous n'avons plus rien à attendre d'eux. Alors la seule solution, c'est de les botter en touche. Et surtout, gardez-moi à Tangandi. Gardez-le-moi. Parce que ces yeux-là, je vais manger ça dans le pépéso. Do you understand me? C'était Max Seigneur Ivoire. Rendez-vous samedi 21h30 pour la grande messe. L'évangile selon Max Seigneur Ivoire.